Ouvrir ce débat, donc les BRIC, peuvent-ils sauver la croissance mondiale, en faisant le lien avec le débat précédent et de manière très concrète par une question à Jérôme Contamine. Jérôme Contamine, est-ce que la crise dans la zone euro renforce l'importance pour vous des BRIC en tant que marché? D'abord, je vais donner la réponse d'un praticien, n'est-ce pas, après des interventions diverses d'économistes et de macroéconomistes. Et je pense que chacun a sa propre expérience, son propre secteur d'activité. Ce n'est pas toujours évident d'en tirer des conclusions de manière générale. Bon, il y a malgré tout des évidences. Alors si je prends l'industrie pharmaceutique qui est mon secteur, je retrouve très généralement les trends qui viennent d'être évoqués. En 2008, nous faisions pour Sanofi 6,5 milliards de chiffre d'affaires dans les pays émergents. Nous ferons proche de 11 cette année. Pendant la même période, notre chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest a baissé. Donc l'évolution et la tendance est extrêmement nette. Et si j'en crois ce qui vient d'être présenté, cette tendance va continuer. Alors quelques éléments là aussi. Le marché de l'industrie pharmaceutique dans le monde, c'est à peu près 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, le marché américain représente presque 40% de ce marché mondial, pas uniquement pour des raisons de volume, mais aussi pour des raisons de prix. Et le marché des marchés émergents représente à peu près 25%. Ce qui est prévu en 2015, c'est que l'ensemble des marchés émergents représenteront plus que les États-Unis, que les marchés émergents continueront à croître dans ces domaines de bien-être au-delà de 10% par an, alors même que les marchés matures vont augmenter de 2 ou 3% et probablement même moins sur les marchés européens. Donc oui, je pense que personne ne peut faire abstraction aujourd'hui des marchés émergents comme le relais de croissance de toute industrie. J'ai la chance de participer à d'autres secteurs d'activité à travers des conseils d'administration et je constate, vous avez présenté le cas de l'automobile, combien l'écart se creuse et à quelle rapidité entre l'avant-crise financière de 2007 et aujourd'hui où nous sommes, à quelle rapidité l'équilibre relatif de ces marchés a pu changer. Ilse Wojtowski, est-ce que le risque pays a totalement disparu des BRIC? Non, pas totalement. Ce qui est par contre spectaculaire pour aller dans la même ligne, c'est que disons que la hiérarchie des risques a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui donc le Brésil, la Chine et l'Inde sont évalués par nous comme le Royaume-Uni. Et je dirais que la quasi-totalité de l'Europe du Sud est moins bien évaluée que ces trois BRIC. Donc c'est vrai que ce qui est spectaculaire, c'est ce déplacement de la hiérarchie des risques, où les risques s'améliorent énormément dans les pays émergents, puis se détériorent aussi en Europe et dans les pays avancés. Mais disons qu'il y a quand même du risque pays, mais qui s'est déplacé. C'est-à-dire, d'abord, quand on regarde la question des entreprises, je trouve qu'un des problèmes qui se passe dans les BRIC pour le risque entreprise, c'est qu'il y a un boom de l'investissement. Donc les entreprises doivent financer ce boom de l'investissement. Et en face, je dirais que les secteurs bancaires nationaux ne sont pas toujours capables d'aller aussi vite. Alors soit ça va très vite, comme la Chine, où il y a beaucoup de crédit, mais justement, il y a un problème d'allocation optimale du crédit. Et dans ces cas-là, on va financer souvent, quelquefois, des entreprises qui ne sont pas viables. Soit on est dans les autres BRIC, comme la Russie ou le Brésil, où là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de crédit, et donc les entreprises sont obligées de s'endetter à l'extérieur. Donc il y a toujours ce problème dans les BRIC de financement des entreprises qui est un sujet. Puis la deuxième tendance que je vois, qui est une tendance importante, c'est qu'effectivement, pour reprendre le débat sur la dette souveraine, les États des BRIC sont très peu endettés. Enfin, quand on voit la dette russe aujourd'hui, c'est plus la dette publique russe, c'est plus rien, à part l'Inde, où il y a encore une dette publique relativement importante. Mais ce qu'on voit, c'est quand même ce qui s'endette pas mal, ce sont ces entités publiques non souveraines. Ça, c'est un sujet qui est important. Alors, on voit par exemple que la banque publique brésilienne, la BNDES, a énormément gonflé son portefeuille là, pendant la crise. On voit évidemment les grandes entreprises, alors on ne sait pas si on doit les appeler publiques, mais les grandes entreprises russes dans lesquelles il y a une participation de l'État importante se sont beaucoup endettées en devises. On voit les collectivités locales en Chine qui se sont endettées. C'est cette espèce de risque qui n'est pas du risque souverain, mais qui est du risque pseudo-public. Et ça, c'est une zone un peu dangereuse, parce que justement, quelquefois, ils se sont endettés un peu en faisant croire qu'ils étaient aussi bons que le souverain. Et en fait, évidemment, ils ne le sont pas forcément. Donc là, il y a probablement du risque qui reste dans cette catégorie.
Yifan, we're seeing several common patterns between all these BRIC economies. However, and we've seen also, besides all the G20 summits, several BRIC summits being organized over the past months or so. Would you say that by trying to speak with one voice, these countries are showing a consistent, a coherent group, or they're more fragmented than united, in fact? The BRIC countries? The BRIC countries. For the BRIC countries, I think from day one, it's not a political union. It's not like a trade union. I think it's very special. It's just like as they put the 4 biggest countries together. They together account for 40% of the population of the world, 25% of the land, and then now 20% of GDP. So I think that after the financial crisis, and I think we don't say this concept is stressing or not. We just say for these 4 countries, probably they will continue to be the driver of the global growth. But here I want to mention that I think that these 4 countries will be the driver of the global growth, but not the driver for the growth of the advanced economies. I think their driver still should come in from their own countries. Rajiv, does it make sense for the BRICS to try to define a common political agenda? In your view, what is their common interest? I think there are very disparate interests. There's a lot of political differences as well between some of the BRIC countries, particularly China and India have very significant political differences. But I think there are many common threads in terms of their economic power. And I think it's this assertion of their greater geopolitical economic power that they're trying to establish by having common discussions. I think when we look at the history of consensus building in the OECD, or in the industrial advanced countries, a lot of that has been done by a very careful process of consultations and negotiations. So although I don't think the BRICS by any means can come to a common general agreement on all policy issues, I think it's quite valuable that the BRICS do consult regularly, and also that other large developing countries join in that process to try to have a more equal voice in global public policy setting of the global agenda. Le point de vue d'un entrepreneur à présent, qu'est-ce qui distingue pour vous ces différentes économies dans votre secteur d'activité? C'est-à-dire, évidemment, on pense aux dépenses de santé, à la part du remboursé sur la part du out of the pocket, ce qui, en gros, distingue ces différents pays en termes aussi de climat des affaires, au-delà des comportements individuels. Je pense qu'il y a ça a été dit, il y a des grandes diversités. Au fond, derrière les macro-trends, on voit bien que d'ailleurs, même en termes démographiques, la situation en Inde ou en Chine est différente. Aujourd'hui, la Chine, on le sait tous, c'est une population plus âgée, avec beaucoup moins d'enfants. Il naît 2 fois plus d'enfants en Inde chaque année qu'il n'en est en Chine. Pour autant, il en est 13 millions en Chine, il en est 4 millions en Europe. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Donc, mais au-delà de ces aspects démographiques, je crois que chacune des organisations, et en ce qui nous concerne, nous sommes assez dépendants des organisations publiques et parapubliques. Chacune des organisations dans la gestion d'un domaine de la santé varie. Il varie en fonction d'une organisation nationale ou d'une organisation régionale. Il varie en fonction de l'existence ou non de systèmes de couverture qui, de toute façon, ne représentent qu'une partie minoritaire de l'ensemble du paiement des dépenses de santé et en particulier des dépenses de médicaments. J'ai tendance à penser d'ailleurs que les pays émergents auront la sagesse de ne pas aller sur le modèle européen que nous avons connu après 1945. En d'autres termes, la faillite que nous voyons aujourd'hui des modèles de social welfare sont en train de percoler dans ces pays-là et je crois qu'ils n'ont pas fait exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs à la fois intéressant et en même temps une question, parce qu'on ne peut pas reproduire nécessairement ce que l'on a connu avec quelques années d'écart. Donc des modèles qui sont assez différents, des modèles régionaux, des modèles nationaux, des pays dans lesquels il y a une concurrence locale forte, c'est le cas de l'Inde, où il y a beaucoup moins de concurrence locale aujourd'hui dans notre industrie, qui est le cas de la Chine. Donc il faut s'adapter à ces différentes situations. Ce qu'il y a en commun, c'est d'un côté les potentialités de croissance, une certaine intervention publique, et puis une demande générale d'être non seulement un fournisseur de produits, mais d'être présent industriellement, voire en termes de recherche amont. Donc il y a
il y a un débat, je dirais, ou même un peu plus, il y a une course pour savoir à quel point on va déplacer nos unités de production, éventuellement notre savoir-faire, avec toutes les questions qu'il y a derrière, vers ces nouveaux pays par rapport à nos terrains de jeu d'origine et en ce qui nous concerne, le terrain européen. Alors, si on vous demande lequel de ces 4 pays représente pour vous le pari le plus intéressant, vous disiez pour déplacer vos usines, pour aussi bien investir, mais également pour vendre. Celui qui a le plus de potentiel, c'est la Chine, pour les années qui viennent, en ce qui nous concerne, à la fois parce que la part des dépenses publiques de santé en Chine reste assez minoritaire, puis comme ça a été dit, il y a encore énormément de Chinois qui n'ont pas accès finalement au minimum de welfare, et on peut penser qu'une part croissante va l'atteindre. L'Inde est un marché très intéressant, mais très concurrentiel. Et à ce titre, par conséquent, un peu plus difficile à rentabiliser, je dirais. Juste, il y a peut-être un problème dans ce débat sur l'unité des briques, la belle unité des briques, disons, tous unis. Il y a quand même un gros problème, c'est que, en gros, il y a un débat, par exemple, au Brésil en ce moment sur la désindustrialisation, et c'est la Chine qui est accusée. Parce que la Chine est le premier client du Brésil, mais elle achète surtout des matières premières. Donc un des gros problèmes, c'est que, certes, la Chine est en train de sauver l'ensemble des pays émergents de tous les problèmes qui vont se passer chez d'autres partenaires commerciaux traditionnels, mais en même temps, elle a tendance à déformer les structures productives des pays en achetant, en tout cas à court terme, surtout des matières premières. C'est un gros problème pour le Brésil. Le Brésil, c'est une puissance industrielle, et la force du Brésil, elle vient de la diversification des exportations brésiliennes. Donc cette question-là, à mon avis, disons qu'elle limite largement la belle unité qu'ont les briques entre eux. Pour aller dans votre sens, et je ne sais pas si vous avez pu vérifier ça dans d'autres secteurs, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Brésil, entre une inflation relativement élevée et une réévaluation du réal, n'est plus compétitif par rapport à des pays, alors pas l'Inde, mais en tout cas par rapport à des pays comme la Turquie ou d'autres pays comme cela. Il y a une réévaluation au fond une réduction de la compétitivité d'une industrie comme l'industrie brésilienne, sauf dans les matières premières sans doute, compte tenu des ressources qu'ils ont, qui, à mon sens, pose un problème à terme. Rajiv, you wanted to react on the fact that Brazilian authorities seem preoccupied by the fact that the loss of manufacturing jobs to China. Well, I think it's certainly a near-term concern, but I think we also need to look at what's happening in China. If you look at coastal China in the last 30 years, you had a lot of multinationals and Chinese firms investing in coastal China because of low wages. In the last couple of years, we've seen a very significant acceleration in wages growth in China. Unit labor costs will start to be rising in the coastal China over the next decade. We forecast quite strong growth in the coastal China strip, in particular in manufacturing wages. That means China, as we saw in Japan and Taiwan and Hong Kong in the past, is going to have a kind of hollowing out in coastal China. Some of that manufacturing will go inland into inland provinces of China seeking low wages, but some of it will move elsewhere, other parts of Asia, maybe also to Brazil. But we're going to see a further widening out of some of that multinational investment into other countries of the emerging markets world as China moves up the value-added chain. Do you agree with that, Yifan, with what Rajiv's just said? Yes, I think partly I agree with Roger. And I think for China now, on one side, we have to actually solve the drive for the growth continually. I think, as I mentioned, that we need an institutional arrangement for the next 30 years. But for the next 5 years, I think it's still safe because China's economy still can be driven by the domestic investment. So for the next 5 years, we will still driven by the infrastructure investment. So China will have the longest, not only the highway network, but also the railway network. So now the China's high-speed railway can compete with the Alstom in France. So, and also the China is now investing a lot in the social welfare and also the affordable housing. So I think for the next 5 years, still fine. However, at the same time, we also say when the China is getting rich, it's inevitably entering into a high social welfare country.